tout cas de l'ancien président Wade, mais surtout la réplique de ses adversaires du pouvoir. Mais aussi nous allons parler du référendum de 2016 qui semble hypothéquer aux yeux de certains observateurs la présidentielle de 2017. Alors pour parler de ces thèmes-là, nous allons d'abord présenter nos excuses pour ce petit retard dû à la circulation. Ça a mis du temps pour recevoir nos invités. Donc nous recevons sur ce plateau M. Barka Ba, il est analyste politique, journaliste à la TFM. M. Ba, bonjour. Bonjour, Jean. Avec lui sur ce plateau, le doyen Pathé Mbodj, il est journaliste sociologue, analyste politique. M. Mbodj, bonjour. Bonjour Georges et bonjour à Barka. Voilà, je commence par vous, Barka. L'actualité de la semaine, le débat politique qui vole véritablement très bas. Alors, quelle analyse faites-vous de tout cela, Barka? Merci Georges. Il y a beaucoup de choses à dire après la sortie du président Wade. Et le tollé que cela a suscité dans le pays, dans toutes les chaumières, donne l'ampleur de cette catastrophe, de cette embardée verbale de l'ancien chef de l'État. Moi, je vais d'abord essayer, Georges, si vous le permettez, de vous raconter une petite anecdote. En 1994, quand a commencé le génocide rwandais, j'étais en classe de première au lycée Limamoulaye. C'est une tragédie qui m'avait traumatisé à l'époque. Devenu journaliste, puisque cette histoire ne cessait de m'obséder, parce qu'étant jeune élève, j'avais vu les monceaux de cadavres charriés par des rivières, des monceaux de cadavres dans toutes les rues de Kigali. Je ne comprenais pas comment l'être humain pouvait en arriver à un tel degré de barbarie et de perversion. Alors, jeune journaliste, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'aller à Kigali. Et j'y étais avec notre éminent confrère et grand frère, Pape Samou Kane. On a fait le voyage ensemble à Kigali. Et je suis allé voir le musée le mémorial, où les gens ont entassé des ossements, mis les photos. Et malheureusement pour moi, la première image qui m'a frappé, c'était celle d'un bébé de 8 mois, tué dans le dos de sa maman. Alors pourquoi je reviens sur toutes ces horreurs? Parce que les mots peuvent tuer. Les génocidaires Hutus, pour déshumaniser leurs adversaires Tutsis, les traités de Iyenzi, de Kafar, disaient que c'est la lie de l'humanité, que c'est des gens qui avaient des queues, etc., etc. Ils ont tout fait pour les déshumaniser. Et dans l'histoire des violences politiques du monde, chaque fois, pour anéantir un groupe humain, pour le bannir ou pour l'exterminer, ça commence d'abord par le langage, et un langage extrêmement violent. Ça a été le cas pour Hitler, ça a été le cas pour Mussolini. Hitler disait que les Juifs, c'était des suceurs de sang. Déjà, on en est, des vampires. Mais on n'en est pas encore là au Sénégal. Non, fort heureusement qu'on n'en est pas encore là. Mais il y a un début à tout. Et c'est pour ça que les paroles de Wade sont extrêmement graves. C'est-à-dire que, pour moi, la sortie la plus catastrophique et la plus dangereuse qu'un responsable politique sénégalais ait tenue depuis la création de ce pays. Et il faut qu'il y ait quand même un consensus national autour de ça pour que tout le monde condamne les actes de Wade et qu'il n'y ait plus jamais un précédent. J'ai évoqué le Rwanda, c'est simplement pour attirer l'attention. C'est-à-dire qu'une démocratie n'est jamais parfaite. Elle est toujours œuvre humaine à parfaire et il ne faut pas banaliser de tels actes ou de tels propos. Tout propos qui peut remettre en question l'unité nationale de ce pays, la cohésion nationale, qui tourne autour de l'ethnie, de la confrérie, doivent être totalement bannis du discours politique. Wade a tenu des propos extrêmement violents, extrêmement graves, et il est sorti de la République en tenant ces propos-là, en disant que quelqu'un était un anthropophage, que quelqu'un était un esclave, et que si on était retourné dans le passé, il pouvait le prendre et aller le vendre. Abdoulaye Wade est sorti du cercle de la République. Il n'est plus en réserve de la République, il est en marge de la République, et tous les républicains du pays, de quel bord que ce soit, doivent le condamner. D'ailleurs, la plus grande défaite d'Abdoulaye Wade, c'est de se voir désavoué par son porte-parole. Ça aussi, c'est une première. Et c'est tout à l'honneur de Babacar Gaye, qui a été républicain jusqu'au bout des ongles. C'est à l'honneur de Habib Sy, c'est à l'honneur d'autres responsables du PDS, comme Souleymane Ndéné Ndiaye, qui ont tenu à se démarquer de ces propos gravissimes. Voilà, donc je pense que ceux qui essaient de comprendre
Essayer même de comprendre ce que Wade a dit ou de le justifier dans son concept est un début de complicité avec lui. Il est sorti des clous, il est hors de la République et chaque démocrate de ce pays, chaque Sénégalais qui croit encore que nous sommes dans une République doit le condamner. Ses propos sans équivoque, au-delà des chapelles partisanes. Ok, merci. Donc, tout discours est entré à la religion, à l'ethnie, à la confrérie doit être banni du champ politique. Bah, absolument. Nous ne sommes pas bâtis sur la religion, parce que nous étions là avant la religion, parce qu'il faut le dire aussi. Nous ne sommes pas bâtis sur l'ethnie, parce que quand on étudie un peu la sociologie du peuplement sénégalais, on peut même dire que les Lébous, qui sont des Égyptiens, nous accueillent à Dakar. Le Sénégal n'a pas encore atteint ce niveau de barbarie, ce niveau de bassesse, et la condamnation unanime des propos de Wade démontre que nous ne serons jamais un Rwanda, nous ne serons jamais l'Ukraine. Ce qu'il y a à déplorer, c'est que nous sommes tous à peu près fautifs de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Les chapelles, on les a favorisées. Politiques. La religion, on l'a favorisée. L'ethnie, on l'a favorisée depuis à peu près. Ça s'est accentué en tout cas. On a vu un président s'agenouiller et s'aplatir devant un chef religieux. On a vu un ministre d'État pleurer devant un petit talibé alors qu'il était envoyé du chef de l'État. On a exagéré l'importance du religieux dans nos relations républicaines et ça aboutit partiellement à ça. Mais ce qu'il faut surtout déplorer, c'est que nous, hommes de communication, nous avons failli. Nous n'avons pas su gérer cette crise parce qu'au fond, certains ont survolé Wade le mercredi en disant Wade est tombé au bas des caniveaux. Wade perd la tête et attaque Macky. Je pense qu'on peut, si Wade fait des déclarations malheureuses, on doit pouvoir gérer ça au niveau de la communication de manière à ne pas heurter la susceptibilité, mais faire les réseaux sociaux, y mettre la vidéo à longueur de journée, rapporter mot à mot des propos de Wade dans un certain journal, dans certains procureurs et amis de Macky, je pense que ça a un peu aussi exagéré. L'ampleur de l'histoire de l'affaire, c'est vrai que le scandale n'est pas dans la société. Il n'est pas dans les journaux que le scandale est dans la société. Mais je suis sûr que si on avait su gérer la communication sociale autour de cette affaire, de manière à faire comme par exemple le populaire, le mercredi, Wade au niveau des caniveaux, Wade perd la tête et insulte Macky, sans entrer dans le truc tel qu'il l'a fait, je pense qu'on peut censurer le discours politique pour favoriser la cohésion sociale. À ce plan-là, il faudrait que nous, communicateurs, que nous revoyions un peu nos relations avec des politiques qui veulent se servir de nous pour assouvir leur passion, et je pense que nous sommes un peu complices aussi. Justement, Barka, alors quel est le rôle alors des journalistes de la presse en général dans cette affaire-là, de la surenchère verbale au niveau de la classe politique? Est-ce qu'il faudrait que la presse se mette à rapporter tout ce qu'elle entend à gauche, à droite? C'est un autre débat, on peut effectivement s'interroger sur ça, mais pour moi, dans cette affaire-là, il ne faut pas chercher de faux fuyants. Le dérapage de Wade, c'est encore, on peut, pour moi, même utiliser le terme de dérapage, c'est un mot assez faible. Il y a un cas Wade sur lequel il faut s'arrêter et qui demande que toute la société, journalistes, hommes politiques, religieux, que tout le monde se regarde, tout le monde regarde dans le miroir et dans le rétroviseur. Depuis qu'Abdoulaye Wade a créé son parti, ses actes et son discours sont intimement liés à la violence. Ça, il faut le dire. La violence fait partie de l'ADN de Wade. Wade opposant
c'est le Wade qui, lors du en février 1996, avait demandé à ses militants, si vous voulez marcher, vous marchez. Résultat, on a 6 morts, policiers, tués de la manière la plus atroce dans les allées du centenaire. Les tueurs de Maître Babacar Seye sont des soldats perdus du PDS. Qui en est le commanditaire, je ne saurais le dire. Mais c'est des éléments identifiés, connus, ayant été des gardes du corps pour la plupart dans l'entourage proche de Maître Wade. Maître Wade devient président de la République. Parmi les du juge Seye, on retrouve certains éléments qui sont partis agresser Talla Sylla pour le laisser pour mort. Et quand Wade a été interrogé par rapport à l'agression sauvage de Talla Sylla, il a dit que c'était presque une caresse de vent, etc. C'était une façon de bénir cette agression odieux qui a failli laisser Talla Sylla pour mort et qui laisse des séquelles. C'est Wade qui utilise encore un langage extrêmement violent à l'encontre de son ami Pape Diop pour dire que Pape Diop a procédé à des sacrifices humains. Et tout cela, les gens ont laissé passer. C'est le même Wade des faits d'humilier les gens en public. Il l'a fait avec Oumar Sarr de Rewmi. Tout le monde se rappelle de ça. Pour moi, c'était un acte extrêmement grave. Alors, heureusement, je continue, Georges, je continue. Parce qu'il faut qu'on s'arrête sur les faits. Comme on est journaliste, il faut qu'on s'arrête sur des faits et sur des éléments objectifs. Pour moi, le Wade qu'on a vu éructer, invectiver Oumar Sarr devant tous les Sénégalais, ce même Wade président était irresponsable. Est-ce qu'on ose imaginer une seule fois si Oumar Sarr n'avait pas été républicain, s'il avait répondu à Wade sur le même ton que lui? Ça aurait été pour notre pays. C'est le même Wade qui a voulu humilier publiquement Babacar Justin Ndiaye parce que simplement Babacar avait émis une idée concernant le MFDC et la politique du gouvernement en Casamance. Donc, c'est un coutumier des faits. Voilà, et les gens, ce que je voulais dire encore, les gens, Georges, je continue. C'est que du côté de Abdoulaye Wade, on dit qu'effectivement, il y a eu peut-être cette réplique, mais avant, il y a eu des antécédents. Ils disent que pendant 3 ans, Wade a été insulté, a été humilié, a été, je ne sais pas, traité de tous les noms d'oiseaux par l'autre camp, notamment celui du pouvoir. Mais ce n'est pas une raison. Essayer de le dire, c'est justifier. Quelqu'un m'a évoqué le cas d'Abner Attal, qui l'aurait traité de menteur, de vieux menteur, et que voilà, quand Massalé a tenté de répondre, on a mis Massalé en prison. Mais c'est l'insulte, tout ce qui concerne une insulte, tout ce qui concerne des invectives, cela dénote d'abord du manque d'éducation de celui qui profère ça. Et c'est souvent l'argumentaire des gens les plus faibles intellectuellement. Parce qu'on peut s'opposer à quelqu'un farouchement et on doit même le faire. Moi, je suis pour que la démocratie soit une confrontation de tous les instants, verbale, mais en étant encadré par les limites que permettent la décence et la loi. C'est comme ça qu'un pays avance. Mais pour le cas de Wade, ce que je voulais dire, tous ces faits-là, c'est qu'on ne doit pas s'étonner ou feindre de faire comme si c'était quelque chose d'inouï ou quelque chose, que c'est un dérapage de plus. Wade est un adepte du dérapage continu. Il l'a fait contre une pauvre dame, l'ambassadrice des États-Unis, Madame Bernicat, qui l'a traité de tous les noms. Et à l'époque, il y a eu des gens assez inconscients, assez wadolâtres pour applaudir, pour dire que oui, c'était un signe de souveraineté. Vous imaginez le symbole, un chef d'État qui humilie d'abord quelqu'un qui est doublement minoritaire, qui est une femme afro-américaine qu'on a dépêchée de temps devant les caméras du monde entier. Et là où les gens parlaient de souveraineté, oui, que Wade, oui, c'est quelqu'un qui avait de la poigne, etc. Wade faisait payer à cette pauvre dame une absence d'invitation de la part d'Obama. Et c'est le même Wade qu'on traitait de nationaliste ou je ne sais pas, de souverain, qui est allé à Benghazi soutenir une expédition coloniale contre Kadhafi. Donc c'est un coutumier des faits. Non, il faut quand même qu'on s'arrête sur le cas Abdoulaye Wade. Et moi, je suis contre ce qui dit, parce que Wade vient de tendre un piège dangereux à la démocratie sénégalaise. Disent qu'il faut le mettre en résidence surveillée, qu'il faut qu'on l'arrête, etc. Moi, je ne suis pas pour qu'on arrête Wade, je ne suis pas pour qu'on mette un vieux de 90 ans en prison. Mais par contre, il ne faut pas simplement s'arrêter sur le constat
il faut trouver des solutions au cas Abdoulaye Wade. À mon avis, le statut d'ancien chef de l'État se mérite. Voilà un homme avec qui est payé par nos deniers, par nos impôts, à Pathé Mbodj, à Georges et à moi, qui est payé 9 millions de mois par mois, qui bénéficie d'un aide de camp, qui bénéficie d'un chauffeur et d'un personnel domestique, qu'on paye pour qu'il insulte les Sénégalais. Parce qu'au-delà contre Macky Sall, il a insulté tous les Sénégalais. Voilà, est-ce que Wade est encore digne de son statut d'ancien chef de l'État? Je reviendrai vers vous. Donc pour moi, la question reste ouverte. Alors, voilà, la question reste ouverte. Mais alors, Pathé, comme il a semblé le dire tout à l'heure, quelle est la solution à toute cette surenchère verbale-là? Parce que, comme disait l'autre, il faudrait parler au chien, mais il faut parler aussi à l'os. Oui. Alors, quelle est la solution par rapport à tout ça? Mais il n'y a pas de solution pour ce qui concerne Wade. Wade est dans ce qu'il sait faire le mieux depuis qu'il est Wade. C'est un extrémiste qui ne sait jamais jusqu'où il faut aller trop loin. Mais maintenant, par rapport au parti au pouvoir, parce que de l'autre côté aussi, il y a des incendies. On a entendu des réactions. Il faut les condamner. Voilà, il faut on a entendu des gens autant ce que Wade a dit est inqualifiable. Ça, pour un ancien chef d'État, c'est inadmissible. Il faut condamner, pour moi, Georges, si tu le permets, toute outrance. De quel camp que proviennent ces outrances-là? Voilà. Oui, fermement. Non, vous savez, je pense quand même que les mots de Maître Wade sont assez outranciers pour mériter justement cette réaction. Parce qu'il faut pas, il y a une réaction épidermique à fleur de peau qui est à peu près normale dans la situation actuelle, d'une part, et il y a la réaction partisane. Où des gens, pour être bien vus, vous avez vu, j'ai même vu un journal aujourd'hui qui ne fait pas souvent de contributions, pour ne pas le citer, c'est le vôtre, qui ne fait pas souvent de contributions, mais qui a pris 2 pages pour faire intervenir des gens autour de cette affaire. Et il y a cette affaire, il faut, l'abcès est là, il faut le crever. Wade a déraillé, il a dérapé, dans des termes qui ne sont pas républicains, dans une posture qui n'est pas digne d'un homme tout court, et d'un homme par rapport à des réalités sociales. Parce que attaquer nos parents, attaquer nos grands-parents, c'est attaquer la société qui a bâti. Et c'est attaquer les individus qui ont bâti cette société et qui nous ont amené cette société jusqu'à nous. Donc je pense qu'il ne faut pas transcender. Et lui-même et ses collaborateurs savent à peu près quel est le niveau de gravité de ce qu'ils ont fait. Et ce niveau de gravité nécessite aussi une réaction de la part des gens. Maintenant, quelle est la solution? Le président... Pourquoi on n'en arrive plus à ça quand même? Non, pour le cas Wade, réglons le cas Wade. On n'est jamais arrivé à ça. Vous savez, toute la vie politique sénégalaise, je ne sais pas si le livre de Marcel est paru et a été mis en vente ici, toute la vie politique sénégalaise a été marquée par la violence. Depuis Maître Babacar Seye, avant Maître Babacar Seye, parce qu'on oublie qu'en 1963 aussi, on a tué à Saint-Louis quelqu'un qui était très proche de Maître Babacar Seye. Ça, c'est la violence. C'est comme même les grèves actuelles de l'enseignement, c'est une forme de violence qu'on exerce sur le pouvoir et qui ne dit pas son nom. Il y a des agendas cachés, comme on dit. Tout le monde a son agenda. C'est le jeu politique. Mais ce jeu politique, heureusement, il n'a jamais connu une chose comme... celle de la semaine dernière, de mardi dernier avec Wade. Et je pense que ça aussi, ça a été une parenthèse malheureuse, mais c'est une parenthèse qui va très vite se refermer. Et soit nécessaire d'aller au-delà. Il faut nous faire notre propre mea culpa, faciliter le rapprochement des politiques, mais faciliter le rapprochement des politiques consiste pour la société à lutter contre certaines inégalités de quelque bord que ce soit, qu'elles soient religieuses, éducationnelles, culturelles ou cultuelles. On avait proposé au président quelques solutions pour ce qui est de la communication en tout cas, en décembre. Je ne sais pas quel est l'usage qu'il en fait, parce que tout ça, depuis quelque temps. Et il est malheureux qu'on en arrive à ça, mais il ne faudrait pas non plus que... Vous semblez reprocher quelque chose à la communication présidentielle? Non, la communication de la société de manière générale. Nous ne savons pas très bien... Nous sommes des gens de parole, nous sommes des gens de communication, nous sommes des gens de la société, c'est-à-dire nous sommes des gens qui devons vivre ensemble.
Si nous devons vivre ensemble, il y a une socialisation qui a été faite par nos grands-parents, qui nous a amenés jusqu'ici et qui va aller au-delà de Wade et du pouvoir. Donc je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Il y a des pics quand on est avec... il ne faut pas trop s'en émouvoir. Comme disait Youssou Ndour d'ailleurs, dans Wondelou, tout le monde sait que Ndaw Rabine, comme le faisaient nos grands-mères, à mon sutura. Mais quand on regarde la danse aujourd'hui, bon, c'est un peu le lot aussi de l'art. Donc il ne faut pas trop se culpabiliser aussi parce que Wade a déconné, il est dans ce qu'il sait faire le mieux. Et il ne faut pas qu'il soit à l'ordre du jour jusqu'en 2017. Il faudrait vite fermer cette parenthèse, Voilà. Barka. Pas du tout. Là, je ne partage pas du tout le constat du doyen, avec tout le respect que je lui dois. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas simplement de condamner. Quand il y a des actes aussi gravissimes, on doit s'interroger et essayer de prévenir pour voir comment régler ce genre de situation. Parce que c'est des cas très sérieux. Après, pour vous maintenant, comment régler ce genre de situation? Commencer d'abord à poser le diagnostic et s'interroger. Est-ce que le statut... Parce que jusque-là, on n'a pas eu de problème avec nos anciens chefs d'État. Senghor est parti, il s'est tenu en réserve de la République, on ne l'a jamais plus entendu se prononcer sur les affaires publiques. Abdou Diouf a suivi la même ligne de conduite, mais là, on a un cas Wade. Mais Wade reste le secrétaire général de son parti. Oui, il reste le secrétaire général de son parti. Justement, et il bénéficie d'un statut d'ancien chef de l'État. Pour moi, est-ce que avoir été ancien chef d'État, ce qui est un privilège immense conféré à un individu qui a tenu entre ses mains les destins de tout un pays, ça demande aussi des devoirs. C'est une question de bon sens et de décence. Tout éminent ou éminente que soit la fonction de chef d'État, est-ce qu'un chef d'État est plus important dans une société qu'un directeur d'école à la retraite qui a formé des générations et des générations de... Est-ce qu'il est plus important que... Ou est-ce qu'il est plus important que l'officier ou le militaire qui a sacrifié sa jeunesse pour l'unité nationale? Mais ces catégories de Sénégalais n'auront jamais ces privilèges, n'auront jamais cet honneur, même après la cessation de leur activité, d'avoir autant d'égards. Et là, on se retrouve en face d'un chef d'État qui est très prompt à réclamer les avantages dus à son rang d'ancien chef d'État, mais qui ne l'honore pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et au-delà de ça, je voudrais qu'on pose aussi un débat très important, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que quand quelqu'un est chef d'État, il y a toute une batterie de conditions qu'on exige de lui. La nationalité, l'aptitude physique, etc. Mais au-delà de ça, moi, je suis pour qu'on réforme le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle qui est appelée à prendre le relais si les conclusions des assises nationales sont là, pour qu'on intègre des psychiatres. Et je pèse bien mes mots. Non, il ne faut pas qu'on arrive... Je suis très sérieux en disant ça. Des psychiatres assermentés qui vont faire une expertise médicale et une contre-expertise médicale pour tous les aspirants à la charge de chef de l'État. Parce que si on confie le à un individu déséquilibré ou qui a des failles psychologiques ou qui a des troubles du comportement, c'est tout notre avenir qui est hypothéqué pendant 12 ans. La fonction de chef d'État, elle est tellement importante, elle est tellement sérieuse qu'elle ne doit pas être confiée à n'importe qui. Il faut qu'on s'arrête. Moi, je ne suis pas pour le mimétisme constitutionnel français qu'on a hérité de la Ve République. On applique mécaniquement des règles. Il faut qu'on invente nos propres moyens de gouvernance. Parce que même dans notre société traditionnelle, que ce soit au Sine chez toi, Georges, ou chez Patembo dans le Wallo, ou chez moi dans le... Il y avait des mécanismes de régulation du pouvoir. Le pouvoir n'a jamais été absolu chez nous. Il y a toujours eu des mécanismes. Les rois fous, les rois dangereux, les rois sanguinaires, il y a toujours eu des mécanismes pour les arrêter, pour limiter leur pouvoir. Parce que tout individu est tenté d'aller jusqu'au bout de son pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, il faut qu'il y ait des méthodes de check and balances. Moi, je ne suis pas d'accord qu'au XXIe siècle, qu'un seul individu, fût-il le plus brillant, et souvent même,
pour accéder à cette fonction de chef de l'État, ce n'est pas les plus brillants d'une génération qui accèdent. C'est souvent les plus chanceux ou les plus viennent par un concours de circonstances à y arriver, ou bien les plus tenaces en tout cas, ou les plus narcissiques. Il y a différentes façons d'accéder à cette fonction. Moi, au-delà du simple fait de condamner les propos de Wade, il faut qu'on s'interroge sur le statut du chef de l'État en fonction, après la cessation de ses fonctions, et même avant d'aspirer à la fonction de chef de l'État. On a vu que des psychopathes peuvent devenir président de la République. On a vu comment Dadis Camara, le capitaine Dadis Camara se comportait. Il avait un comportement de drogué et de psychopathe. Les Guinéens ont confié leur destin à un individu dangereusement malade. Et on a vu ce que cela a donné. Il faut poser le débat. La plupart des autres à devenir chef d'État ont des failles psychologiques. Il y a un livre qui s'appelle « Ces grands malades qui nous gouvernent ». Et d'abord, la tendance autoritaire à diriger ses semblables est un des éléments souvent explicatifs de cette volonté de puissance, de cette volonté de pouvoir. Et pour moi, est-ce qu'on peut en arriver là quand même oui, il faut qu'on en arrive là. Intégrer cet aspect psychiatre au niveau du Conseil constitutionnel de la Cour constitutionnelle. Non, ça je pense pas. Pour prévenir d'éventuels dérapages après, avant ou pendant arriver à ça. Bon, comme il dit, pratiquement tous les chefs d'État sont plus ou moins malades, et plus ou moins demeurés. Bon, depuis, on l'a vu. Récemment, d'ailleurs, je pense en Afrique du Sud, un président, je ne sais plus lequel, Abou Karam, il a été destitué au bout d'une semaine, parce que finalement, il accédait au pouvoir, il est devenu fou. Donc, c'est vrai, mais bon, il y a une folie, nous sommes tous plus ou moins fous, qui nous guette, une folie douce, qui est en nous, et bon, quand tout le monde dit qu'il y a Fugen, quand on devient un chef, il y a une cour qui se constitue. Comme on dit, le pouvoir absolu. Ouais, non, ce n'est pas le pouvoir absolu, c'est l'entourage. La cour qui fait aussi... bon, vous avez toujours vu d'ailleurs qu'on a toujours protesté contre l'entourage des présidents, depuis Senghor. Il y en a qui ont de la culture, il y en a qui sont un peu plus civilisés. Bon, il y en a qui sont des despotes qui s'ignorent. Wade est un despote, ça tout le monde le sait. Donc, bon, voilà, de toute façon, le temps nous le dira, ou bien l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il faudra, effectivement, comme le suggère Barka, effectivement, insérer ou recruter des psychiatres au Conseil constitutionnel, assermentés. En plus. Bon, nous allons passer donc au second thème donc, de notre débat pour parler du référendum. Donc à l'année 2016, et comme vous le savez, 2016, une année après, sera la présidentielle, en tout cas c'est prévu. Théoriquement, c'est prévu que la présidentielle devra se passer en 2017. Alors la question que beaucoup d'observateurs se posent, c'est qu'en 2016, une élection référendaire, en 2017, une élection présidentielle, deux élections séparées l'une l'autre de 12 mois, alors c'est quasi impossible, financièrement intenable. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un piège ou bien l'élection de 2007? Non, il y a un piège. Le piège est manifeste. Macky ne veut plus des 5 ans, il veut 7 ans. Il passe... Et comment vous l'expliquez? Non, mais la situation des études, vous savez, à la présidence, bon, je ne veux pas dire le mot de Sénène, à mentir et à démentir et à manigancer. On a étudié la situation. C'est comme en 2011. En 2011, en octobre 2011, on savait que Macky serait au deuxième tour et qu'il serait président. Aujourd'hui, la situation est telle, bon, c'est pour ça qu'il a commencé sa tournée économique. Vous voulez dire que Macky n'est pas sûr de gagner les élections en 2007? Non, on lui a dit, vous allez, il faut pas, le terme exact qu'on lui a dit, il ne faut pas vous faire harakiri. 2017, vous serez battu. Arrangez-vous pour aller à 2019. Si vous avez un seul mandat, ce n'est pas grave. Vous êtes encore jeune, vous pourriez vous débrouiller. Donc le référendum, là, je pense que c'est un moyen détourné pour ne pas faire les élections en 2017. Au-delà du coût, les locales là, ont coûté 15 milliards. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit. Le référendum coûtera à peu près 7 milliards. La présidentielle, avec 6 ou 7 candidats, coûtera à peu près 12 milliards. Mais on ne peut pas. Ensuite, 2017 est fonction de 2016. Si on réduit la demande d'arriver à 5 ans,
il va dire on a rejeté, je vais jusqu'au bout des 7 ans prévus par la Constitution. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en valeur républicaine, si un président sollicite une faveur de son peuple et que ce peuple le refuse, c'est comme une